Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. C'est l'épisode 5 consacré toujours à la sommation affaire tome 2. La dernière fois, nous étions arrêtés à l'Institut Pasteur, donc nous allons reprendre à partir de cet épisode cet Institut Pasteur et tous les éléments qui suivent cette sommation affaire. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Derrière moi, les ouvrages qui vont nous accompagner, donc les classiques avec Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, La coupe est pleine avec Sylvie Simon, Complot mondial contre la santé, l'OMS menace pour l'humanité, Jackie Cassou et Patrick Pazin, ainsi que Les leçons de l'opération Covid-19 de l'abbé Rioux. Également Guerre psychologique de Robert et Jean Malone, avec Anne Givaudan, Le dossier du gouvernement mondial, Fausse pandémie, vrai mensonge de Corinne Nalot, Hold Up sur la vérité de Jean-Jacques Charbonnier ainsi que Gouverné par le chaos de Lucien Cerise. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier et son mari Jean-Pierre Coq, que je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau quelconque, donc ni franc-maçon, Rotary Club, Lions Club, Table 700, Mon cul sur la commode, Scientologie, Témoin de Jéhovah, je n'appartiens à rien et souhaite rester seul et indépendant à mon poste. Néanmoins, je rappelle que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Merci au modérateur également d'être présent pour l'émission et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là pour ce 5e épisode. Donc, nous étions arrêtés la dernière fois à la sommation affaire tome 2, d'accord, avec justement l'Institut Pasteur. Donc, je te propose qu'on revienne directement sur là où nous nous étions arrêtés, sans faire trop de préambule par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà, nous étions arrêtés vers la page 40. Donc, nous avions vu les différents tableaux concernant les instituts et le mécénat notamment. Voilà, donc je te laisse rebondir là-dessus pour nos auditeurs. Merci Nicolas. Et comme d'habitude, je confirme ce que tu disais. Nous n'avons aucun lien d'intérêt. Je suis toujours dans la joie et la bonne humeur, pas suicidaire. Jean-Pierre également. Et je n'appartiens à rien du tout, que ce soit des groupes, des clubs, etc. Alors, pour en revenir à l'Institut Pasteur, pourquoi on avait fait un ensemble de tableaux regroupant Institut Pasteur ou Mérieux ou laboratoire P4 français répartis dans le monde, c'est parce que nous abordions de prime abord l'une des initiatives portées par Emmanuel Macron en 2018, qui est le PISIAC. Le PISIAC étant une organisation européenne qui ne se veut pas être un avatar de l'OIAC, mais qui en est un. Donc, je vous conseille de télécharger nos dossiers, de les consulter et d'avoir accès à tous les liens. Donc, l'OIAC, c'est un organisme international qui fait partie de l'ONU et qui est une organisation en lien avec la militarisation. Donc, c'est plutôt du côté de l'OTAN. On va résumer ça. Et donc, effectivement, de fil en aiguille, on a travaillé sur l'implantation de Mérieux, de Pasteur, des laboratoires P4 sur le monde, à l'international, mais dont la source est française. Donc, il y aura
il y aura un paragraphe sur le projet parc. Je ne vais pas détailler parce que prérequis de base, je redécouvre les dossiers, je les ai remisés et je révise en même temps que nous regardons. Je ne peux pas faire autrement. Alors justement, c'est bien de le rappeler Virginie, parce que première chose, je rappelle aux spectateurs qui nous regardent ou aux auditeurs qui nous écoutent que, les dossiers sont accessibles de manière gratuite et libre. Donc en écrivant à Virginie dont, le en commentaire épinglé en description, vous trouverez son mail, donc n'hésitez pas à contacter Virginie pour avoir les dossiers, pour poser des questions complémentaires et cetera. Sachant que, nous avons dans ce dossier Sommation affaires tome 2 198 pages, donc on va essayer dans la mesure du possible de terminer ce dossier dans cet épisode, sinon on continuera la prochaine fois. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est de revoir le contexte, puisque tu nous parles ici de l'Institut Mérieux Mécénat, devant nous, avec l'implantation en Ukraine. Donc c'est implanté en Ukraine, actuellement en conflit avec la Russie. Donc je rappelle que nous sommes en 2026 et que le conflit a commencé il y a 4 ans, quasiment. Ce pays fortement subventionné par 27 États pour raison de guerre entre dans la catégorie pays en développement. Et il est intéressant de rappeler qu'en 2014, les relations bilatérales avec la France sont de plus en plus dynamiques. Donc ensuite, tu nous parles de la création du réseau Gabriel en 2008, de la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux créée en 2001 sous l'égide de l'Institut de France, voilà, et puis de l'Université Mérieux, voilà, année de création 2014. Donc là, on voit une forme de toile d'araignée qui se tisse, ou en tout cas d'organigramme, avec un mélange des fondations Bill et Melinda Gates, des fameux ODD, notamment ce qui rappelle le bouquin de Pierre Matt, l'agenda 2030, entre autres. Mérieux qui en fait se décline sous différentes institutions, que ce soit NutriScience, Equity Partners, Institut, etc., qui est aussi proche du Parti communiste chinois, il faut rappeler aussi l'Institut Mérieux, qui finance, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui finance aussi l'IHU de Méditerranée également. Voilà, donc on a pas mal de cordes à l'arc de l'Institut Mérieux. Et voilà, donc on a toutes ces explications dans ce dossier, entre autres. Oui, alors une parenthèse, il y a aussi le lien avec Laviesan que j'ai évoqué dans le tome 1, Laviesan étant en lien avec Monsieur Lévy, qui était l'ex-mari de Agnès Buzyn. Donc effectivement, on a mis en perspective ou en lumière différentes structures, la datation, et on se rend compte que l'imprégnation ou l'implémentation de la France, de cette certaine France, ne date pas du conflit officiel qui daterait de 4 ans, mais bel et bien via François Hollande dès sa législature. Mais ça, c'est évoqué dans la version septologique. C'est intéressant de refaire le rappel historique quand même, parce que, tout ce que nous avons vécu depuis 2020 était déjà, bien préétabli, plusieurs années auparavant, et pas seulement en France d'ailleurs. Hem, Absolument, voilà, donc absolument. il y a un rappel à faire, très intéressant, même par petites touches à chaque épisode. Ensuite, tu nous parles du projet Parc. Et le rôle de la République française consortium. Donc là, c'est intéressant aussi parce qu'il y a l'institut, alors ça, je ne savais pas, enfin, je me rappelais plus en tout cas, parce que tes dossiers, je les ai lus il y a longtemps aussi. Je les ai lus exactement à l'été 2024, au moment des Jeux olympiques. Donc ça fait un peu plus de 18 mois quasiment. Et donc l'Institut Pasteur belge Scientiano. Donc en fait, l'Institut Pasteur se décline à la francophonie, voire à l'international. C'est ça À aussi qui l'international, voilà. Nicolas. Donc, toi, tu as lu nos dossiers en 2023. Nous, Ouais, c'était ouais. entre juin 2022 et septembre 2022 qu'on était dans ces éléments-là. Depuis, comme je te le disais, on a tenté de les faire connaître. Et puis, depuis plus d'un an maintenant, Jean-Pierre a décidé de passer à autre chose parce que nous n'aimons pas mouliner, pédaler dans la semoule. Ça ne sert à rien.
Donc, l'Institut Pasteur P4 Mérieux, c'est aussi Wuhan. Donc, forcément, tout est relié. Donc, on peut aller directement. Petite euh, parenthèse quand même ouais, Virginie, pour que les je choses t'en soient prie. bien claires, parce que, nous sommes en 2026. Heu, c'est un rappel qui peut paraître redondant pour certains, mais, c'est essentiel parce qu'en 2025, nous avons perdu beaucoup de lanceurs d'alerte et il faut rappeler que ces lanceurs d'alerte ne sont pas, forcément morts naturellement et que vos dossiers on circulent depuis 5 ans environ, 4-5 ans et que la plupart, des gens, que ce soit du système ou, du monde alternatif, certains disent dissidents, ne vous ont pas écouté, n'ont même pas voulu s'intéresser à ce que vous faisiez, voire même vous ont marginalisé. Aujourd'hui, nous faisons ces épisodes parce qu'en fait, ces épisodes vous ont été promis par le passé, mais les engagements n'ont pas été tenus. J'ai pour principe en général de tenir mes promesses dans la mesure du possible et quand je m'engage, si, le sujet m'intéresse et que je le considère vital pour l'avenir de l'intérêt général et du pays, voire du monde, je vais jusqu'au bout. C'est ça que je voulais dire et donc de ce fait, je comprends la lassitude qui est la vôtre, à toi et à Jean-Pierre, la lassitude, l'agacement et aussi, le souhait de mettre, à jour quelques comptes parce que, il faut bien comprendre qu'on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de vies, on a perdu beaucoup de personnes, que ce soit de nos entourages ou de gens, qui, en tout cas, on a perdu beaucoup d'innocents dans l'histoire et donc aujourd'hui, à travers ces épisodes, il est vital que les gens se réapproprient cela, d'une manière ou d'une autre, par écrit, par dossier, par lecture, littéraire, littérale, c'était difficile pour beaucoup. Donc là, on fait ces épisodes parce que c'est le moyen le plus, immédiat, et le plus, accessible à tous et bien que, vous ayez conscience de, ce qu'on nous prépare depuis, bien avant 2020 en réalité. L'échéance reste en 2030 dans l'agenda écrit, par les mondialistes, mais aussi 2028. On en a déjà évoqué l'aspect dans les épisodes précédents. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Désormais, on a l'ANSES, donc si tu veux revenir là-dessus quelques instants et ensuite on passe à autre chose. Non, pas plus que Non. ça. Pas Bon, plus alors, que ça. tout, En tout revanche, est, tout est écrit. j'aimerais si ça passera mieux si c'est toi qui le lis, si tu es Oui, d'accord. bien Est-ce que sûr. tu peux juste lire la chronologie, qui est non Millimétré, agressive, de ce qu'on oublie déjà? Est-ce que c'est-à-dire. juste, eh bien, on a déjà oublié la chronologie de la stratégie militarisée. Donc effectivement, le Alors rappel j'ai des la dates chronologie d'un sous les yeux, point la de vue. millimétrée, j'ai la chronologie millimétrée versus Covid-19, c'est ça que tu Voilà, veux dire? voilà, D'accord, juste pour, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, remémorer. en plus, tu sais que j'adore l'histoire et la chronologie, donc il y a pas de souci. C'est Donc, non positif, hein, bien entendu. bien sûr, nous sommes, page 47, donc je cite, «Une chronologie millimétrée versus Covid-19 point d'interrogation. C'est une chronologie qui permettra de mettre en avant des faits et points objectifs. Déjà en mai 2017, on a l'entrée en mandature de Macron pour son quinquennat présidentiel. Bon, 26 septembre 2017, nous en avons évoqué à l'épisode 4 la teneur, c'est le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. En la Sorbonne où il présente son projet d'initiative pour l'Europe. 25 juin 2018, signature des 9 États participants initiaux. Entre août 2018 et fin 2019, donc durant 18 mois, élargissement avec 4 pays supplémentaires. Le 14 juillet 2019, la Suède et la Norvège font part de leur souhait d'intégrer l'IEI. Rappelle-nous ce que c'est l'IEI. C'est la force d'intervention que nous allons voir juste après. D'accord, L'intervention européenne militaire. d'accord. Ensuite, on a les rappels des dates du Covid-19. Donc, date postérieure, courant 2019. Euh, on a les 7e Jeux mondiaux militaires d'été, donc du 18 au 27 octobre 2019. Donc, je rappelle que ce sont les Jeux à Wuhan, en plus, oui, en Chine, et que le même jour, le 18 octobre 2019, on a l'événement 201, la fameuse simulation de pandémie, avec la référence en base 7. Voilà, 7e Jeux mondiaux, donc le chiffre 7.
16 novembre 2019, à Wuhan, l'apparition du SARS-CoV-2. 1er décembre, repérage du patient zéro. 13 janvier 2020, extension du virus hors de la Chine. 30 janvier, l'OMS déclare l'état d'urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars, l'OMS passe l'épidémie au stade de pandémie. Le 16 mars 2020, la France, c'est-à-dire la nation France, est mise en guerre sanitaire avec la fameuse allocution de Macron, nous sommes en guerre. Voilà. Voilà. Alors, entre le 16 mars 2020 et le 11 mars 2020, Emmanuel Macron s'était entretenu avec son homologue belge et son homologue allemand sur les 3 jours qui ont précédé le discours du 16 mars de mise en guerre non conventionnelle mais totale, donc guerre sanitaire contre un ennemi invisible. Il y a aussi, je ne l'ai pas notifié, le traité qui est un traité de cessation de la France à l'OMS qui a été signé en décembre 2019, mais qu'on avait vu précédemment dans un épisode précédent. Donc il y a énormément de dates qui s'entremêlent, Bien sûr. qui font Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'épisode précédent, nous avions vu ensemble le tweet de Macron. Encore une fois, Twitter, maintenant X, est un bon support d'archivage quand ils n'ont pas été supprimés, bien sûr, que ce soit des tweets de Raoult sur la vaccination des soignants, que ce soit sur Macron concernant ses promesses et en fait ses trahisons ensuite. Donc voilà, j'invite aussi les auditeurs parfois à faire ce travail de remontée, de devoir de mémoire, et j'en profite aussi pour remercier à nouveau la page Twitter Ni Oubli Ni Pardon, qui fait un travail fabuleux d'archivage, que ce soit des propos dégueulasses de la plupart des starlets du showbiz et du monde politico-médiatique, tout comme notamment les fameuses promesses non tenues des politiciens, entre autres. Alors maintenant, on va passer donc à l'armée européenne parallèle en création. Voilà. Donc voilà. l'initiative européenne d'intervention, le fameux IEI. Alors, tu noteras qu'il ne s'agit pas de l'Union européenne, mais c'est de l'Europe. Donc, on n'est pas sur les pays de l'Union, on est sur le continent. C'est pas restrictif. Et le continent européen va jusqu'aux frontières russes, avec ou sans adhésion à l'Union européenne. Donc, si on remet dans le contexte, nous sommes début 2026 et il y a des discours pro-guerre de terrain qui ont été prononcés dernier trimestre 2025. L'IEI, c'est le pendant du discours. C'est-à-dire que depuis 2018, à l'initiative d'Emmanuel Macron, on a eu le PICIA qui a été abordé précédemment, et maintenant on a cette force européenne d'intervention militaire. Et on a, sur un long chapitre, décortiqué ce que c'était. Et si je résume, pour essayer de gagner du temps, c'est une force d'intervention européenne dont les contours ne sont pas nécessairement définis, dont les militaires ne sont pas nécessairement propres à l'Union européenne et qui peuvent intervenir de façon autonome dans n'importe quel pays de l'Union européenne, en revanche, sans la demande ni du peuple, ni des gouvernants. D'accord, donc en fait, c'est quelque chose qui est totalement indépendant De déjà de l'Union notre armée. européenne. C'est indépendant de notre armée, c'est indépendant des autres armées des pays de l'Union européenne, c'est indépendant de l'Union européenne, ça recouvre tout le territoire en termes de recrutement européen, y compris les pays qui ne sont Alors, pas encore ou qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais cette armée peut intervenir dans n'importe quel pays de l'Union européenne sans que le dirigeant concerné ne soit demandeur, même contre l'avis du gouvernement, et sans que le peuple ne soit en accord. alors, il y a plusieurs questions qui se posent à partir de là. Déjà, est-ce il y a un côté Eurogen fort, mais version armée européenne? Ensuite, qui finance cette initiative européenne d'intervention? Si c'est extérieur à la France et même aux pays de l'Union européenne, pourquoi l'appeler initiative européenne d'intervention? Parce que
c'est l'antithèse de sa réalité. C'est-à-dire que si c'est censé être une initiative européenne, ça doit concerner les pays de l'Union européenne et là, on voit que c'est catapulté, mais d'ailleurs. Donc est-ce que ça vient de l'OTAN? Est-ce que ça vient des Américains? Donc ça interroge quand même. Alors, je vais résumer, ce n'est pas un avatar de l'OTAN, même si ça y est c'est très proche, c'est comme ça que ça s'est présenté. Je redis, il ne faut pas confondre l'Union européenne et le continent européen. Absolument, ça c'est première Donc chose, ouais. quand on nous dit une force d'intervention européenne, dans le collectif, dans le conscient ou l'inconscient collectif, on nous a tellement biberonnés avec l'Union européenne qu'on va penser Union européenne. Eurogène Fort fait partie de l'Union européenne. C'est un corps de gendarmerie européen en lien avec l'Union européenne. C'est bien défini. Bien sûr. Là, c'est européen, mais continental. Donc, pour D'accord. faire simple, on pourrait avoir dans ce corps armé des Ukrainiens qui ne sont pas encore dans. D'ailleurs, on en a déjà eu plus ou moins, dans l'affaire notamment, de certaines manifestations et cetera, où certains se rendaient compte qu'ils parlaient pas français, les gendarmes. Alors, on pourrait avoir des Dans le cas des Portugais, on JO pourrait notamment. avoir des Européens, des militaires de l'Union européenne qui ne parlent pas français, mais qui font partie de l'Union européenne. Là, ce n'est pas le cas. C'est le continent. Faites bien la distinction, c'est extrêmement important. C'est important, oui, bien sûr. Donc, c'est une armée parallèle. Donc c'est intéressant de voir, 25 États membres sauf Danemark et Malte, mise en application en 2017 et règles de gouvernance adoptées le 25 juin 2018. Le fait que l'initiative européenne d'intervention ne s'inscrive pas dans le cadre institutionnel de la PSDC, mais que la France donne des assurances pose question. Quelles assurances? Le mot doctrine est omniprésent dans les communications des gouvernementaux, y compris auprès du corps enseignant. Alors quand ce n'est pas des notions de protocole, c'est des notions de doctrine. Il y a quelque chose de très, oui, de très militaire dans l'histoire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de passer, au reste? Pas grand-chose. Après, en détail, si tu veux, le concept et le principe de ce qui est l'IEI, et on a extrait en cadre des références qui ne sont pas de nous, mais qui sont accessibles à tous. Tu vois, la question que je te posais sur l'OTAN, finalement, à sa réponse indirectement, réponse rhétorique sous forme de question, page 51 où tu nous dis, où vous nous dites, finalement, est-ce que cette, initiative ne duplique-t-elle pas l'OTAN ou l'Union européenne? Quel lien y a-t-il entre cette intervention et la CSP? Alors rappelle-moi ce que c'est que la CSP? Je ne sais plus. Je t'ai dit, j'ai Bon, pas relu mes c'est dossiers. pas grave, c'est pas grave. Les pages censurées, donc, est-ce que c'est une structure qui n'est pas est-elle une structure qui n'est pas ce qu'elle prétend? Est-ce qu'il y a un double usage? Et dans l'encadré, c'est l'extrait d'une référence européenne security.com. Il n'est absolument pas question de duplication, mais bien d'une volonté de complémentarité. Cette initiative européenne d'intervention renforce l'Union européenne en conduisant quelques États membres à mieux exploiter ensemble leur potentiel de défense au bénéfice tous, y compris de l'OTAN, puisque les Européens seront mieux à même d'assurer leur propre protection comme celle de la zone euro-atlantique. Il s'agit de couvrir les blind spots, donc les spots aveugles, j'ai plus le terme exact, pour être en mesure d'intervenir entre Européens avec une plus grande réactivité et une meilleure efficacité lorsque cela est nécessaire. La complémentarité de l'initiative avec l'OTAN, comme avec l'UE, est un sujet clé. Donc en gros, on nous fait comprendre à demi-mot que, étant donné qu'on n'a plus d'armée, nous, et qu'on a plus suffisamment de personnel, police, gendarmerie pour gérer son propre pays, la France, on va demander à des gens issus de l'extérieur qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas les modes de financement, etc., de nous défendre. Un peu comme pendant les Jeux olympiques ou autres manifs. Tout va bien. Donc, il y a des points qui sont abordés, détaillés sur le reste du dossier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte de l'argent. Comme Et donc, d'habitude. puisque Et tu ça coûte parles, combien? bah, peut-être ce qui a disparu dans les caisses de l'Union européenne ou dans les caisses
du Trésor français, on va dire ça comme ça. Il faut bien financer tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est une stratégie qui s'est mise au fil des décennies, ça nous ramène aussi au plan blanc de la sécurité intérieure préfacé par Darmanin, où on a déjà constaté, alors ça date de 2017, que à budget équivalent, l'argent allait plus facilement vers des structures dites privées que nos propres effectifs nationaux. Donc oui, la question du financement, la question de l'arsenal, si on déshabille Pierre pour habiller Paul, à quoi va servir l'arsenal et la cotte de maille pour Paul? Est-ce que c'est pour se retourner contre nous, in fine? Donc tu posais la question sur le CSP, en fait, comme je relis en même temps que quasiment Ouais, que ouais. toi, c'est abordé après. D'accord, Alors, tant mieux, parfait. il faut Hem, vraiment, j'insiste sur le fait que je vais parler simplement. À un moment donné, ras la casquette d'avoir pendant des mois et des mois tapé à toutes les portes possibles et imaginables, avoir à ce moment-là tous les éléments frais dans la caboche, la revenir derrière 3 ans, 4 ans, 5 ans sur ce que j'ai fait avec Jean-Pierre, ça me demande un effort de mémoire que je n'ai pas envie de faire, que je fais par conscience professionnelle, on va dire, dans l'intérêt. que tu fais parce qu'une porte finalement s'est quand même ouverte et que Exactement, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ça n'a jamais été autre chose qu'une opération manufacturée, préméditée, militarisée. Donc, que ce soit je reviens au Covid, que ce soit le SARS-CoV-2 qui est manufacturé, la préméditation, maintenant en 2026, tout le monde en parle, mais ça fait 5 ans qu'on le dit, euh, etc. Donc, bon, je alors, continue. nous en sommes à l'ambition à long terme portée par la France est de créer une culture stratégique commune. Alors à l'époque, c'était Florence Parly, ministre des Armées, précise qu'il s'agit de développer entre des pays à la fois militairement capables et politiquement volontaires des habitudes, de travailler ensemble, de pouvoir se préparer pour, le cas échéant, être capable d'intervenir là où ils le décideront, au moment où ils le décideront, sur des scénarios extrêmement variés. On revient au fameux principe du scénario qu'on avait évoqué dans les premiers épisodes. La ministre, Exact. fédé- la ministre fédérale allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, tiens, ajoute que le but est de créer un forum avec des États qui ont la même vision, qui analyseront des situations, qui auront des discussions tôt quand les crises se manifesteront dans une région et qui aussi ensemble pourront faire évoluer une volonté politique. Mais c'est pas récent parce que quand von der Leyen était ministre de la Défense en Allemagne, c'était pas d'hier. Euh, 2018. 2018, effectivement. Voilà, donc la volonté française, c'était de constituer un noyau dur prêt à agir très rapidement en cas de besoin, comme ce fut le cas au Mali, où la France monta l'opération Serval en quelques jours. Tous les États membres de l'initiative européenne d'intervention ne participeront pas nécessairement à chaque opération. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle force d'intervention rapide prépositionnée comme il en existe déjà dans le cadre de l'OTAN ou de la PSDC, ou de façon bilatérale, par exemple entre la France et le Royaume-Uni. Les moyens fournis seront composés pour répondre spécifiquement aux besoins d'une crise. Voilà, donc l'initiative met l'accent sur une interaction renforcée dans 4 domaines principaux: la prospective stratégique et le partage de renseignements, l'élaboration et la planification de scénarios, le soutien aux opérations et quatrièmement, les retours d'expérience et la doctrine. Pour ce faire, les forces armées des pays signataires procéderont notamment à des échanges d'officiers, des exercices conjoints d'anticipation et de planification, au partage de doctrines et la rédaction de scénarios conjoints d'intervention. Qui dit Alors, scénario, qui dit scénario dit aussi fabrication, invention, un peu comme le scénario du Covid, quoi. c'est une stratégie. Ça nous ramène à la Red Team du tome 1. Les échanges de gradés, eh bien, ça nous demande de réfléchir sur la préférence nationale. Est-ce que les gradés de maintenant, donc après 2017,
en poste, en faction ou d'active sont tous réellement en lien avec la nation ou sont-ils déjà affiliés à la force d'intervention internationale créée par Emmanuel Macron? À l'initiative, en tout cas, d'Emmanuel Macron. Mais ce qui est important de voir, c'est que tout ce volet, on va dire, militarisé, c'est cette France-là qui la porte. Et ça fait bien longtemps qu'on est sur un discours militarisé en France. Donc il faut oublier, Et en toute matière. le volet civil n'existe plus depuis fort longtemps et ça a été crescendo en fait, de législature, donc de présidence en présidence, jusqu'à maintenant. La France candidate au Conseil des droits de l'homme pour le Ah oui, mandat 2021-2023. c'est la bonne mamie. On est partout, hein. Ouais. Alors, je te prie de m'excuser, mais Oui. depuis tout à l'heure, j'ai un énorme point de côté qui me vient là. J'ai l'équivalent d'un. Bah, pas de souci, vas-y. Hein, de temps en temps, comme ça, les gens comme nous, on C'est n'aime pas. le, c'est le rappel aux souvenirs douloureux du dossier, peut-être? Non, c'est parce que dès lors qu'on commence avec Jean-Pierre à discuter sérieusement, même si on peut considérer que je le fais par-dessus comme ça, arrive un moment, l'urgence, elle est derrière nous. Bah, j'ai des empêchements qui font que je suis un petit peu bloquée parfois. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, il y a pas de souci. Donc là, l'influence du PISIAC sur les conventions et traités internationaux. Alors justement, ça fait partie de certains dossiers. L'indicible allemand, c'est le transfert de financement. L'indicible français, c'est le changement de traité. Si nous voulons l'Europe à terme, nous viendrons aux deux. Je veux rassurer tout le monde, mais n'ayons plus peur des peuples. Simplement en méthode, nous ne devons plus faire notre Europe à l'abri de ces derniers, mais nous ne devons pas tomber dans le piège des populistes ou des extrêmes qui consistent à dire allons poser directement la question de manière simpliste, oui ou non. La réponse est connue. C'est toujours non. Quelle que soit la question, nous devons refonder le projet européen par et avec le peuple, avec une exigence démocratique beaucoup plus forte qu'une simple question binaire. C'est intéressant parce que ça me rappelle exactement ce qu'il avait dit à la BBC concernant le Frexit, en disant que de toute manière, il ne ferait jamais de référendum sur le Frexit parce qu'il connaissait déjà la réponse d'avance. Donc en fait, il s'inscrit exactement dans la logique d'un Sarkozy, d'un Hollande ou des autres présidents, c'est-à-dire que il sait que le peuple est contre, mais il fait comprendre au peuple que de toute façon, pour son bien et pour sa sécurité, il faut qu'il aille à l'envers de sa décision d'origine et que, bah, comme, par la grande porte ça passe pas, on va passer par la lucarne ou par le toit pour faire valider par le peuple, comme le traité de Lisbonne d'ailleurs. Si vous votez mal une fois, bon, on vous donne une deuxième chance de bien voter, quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de faire plus simple. Vas-y, vas-y. Enfin, plus simple. Tu l'as fait Ouais, simple, ouais, mais je vas-y, vais vas-y. prendre mes mots. Tu as la France. J'essaie de montrer, parce qu'avec mon nom, je ne suis pas sûre qu'on voit. Il y a la France, tout territoire, y compris les outre-mer inclus. Par-dessus, tu as un papier calque qui est la République française. D'accord? Donc, la République française étant un papier calque, elle n'a rien à voir, elle est désolidarisée de la France. Ils se foutent royalement de nos avis. Et à partir du moment où on donne notre voix à nos politiques, on n'a plus voix au chapitre, puisque tu donnes ta voix. Donc tais-toi. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais donc là, l'encadré noir, c'est un extrait du discours du 26 septembre Ouais. 2017. Et ensuite, alors là, accrochez-vous, c'est quand, vu que c'est militaire, je vais arrêter de dire militarisé, il y a une syllabe de trop, on est allé voir sur ce qui se passait finalement au niveau militaire, démilitarisation, au niveau international. Donc en lien avec l'ONU et toutes les ramifications qu'on peut avoir avec l'ONU. Et là, on a trouvé du lourd. Donc, on a trouvé l'UNODA, on a trouvé d'autres structures qui sont censées lutter contre la prolifération des armes nucléaires. Alors, pour la petite histoire, le nucléaire, il peut être intrinsèque,
extrinsèque. C'est-à-dire que nous avons des atomes dans le corps, tout est composé d'atomes. Donc, chaque atome a un noyau. Donc, on est tous nucléarisables. Alors, il y a un passage intéressant là qui dit: «L'inaccessibilité rendue à ces textes, compte tenu de l'actualité internationale, devient alors suspecte et amène à légitimement s'interroger. Par actualité internationale», et ça c'est pour le devoir de mémoire aussi, il faut entendre pandémie SARS-CoV-2, guerre russo-ukrainienne, mais également l'émergence d'épidémies dans les zones spécifiques comme l'Afrique et les déploiements massifs de la 5G. Oui, Très intéressant ça, de reparler de la 5G, bah, on est avec en les fameuses antennes. 2022. On est en 2022 au moment Exactement, où voilà. on rédige les dossiers. Ce sont nos 13e travaux de recherche, placés sous lancement d'alerte, remis également en gendarmerie. Et je rappelle que ça a été remis par signification de l'acte huissier à notre sénateur Joël Labbé, à notre député Jimmy Pain et au conseil départemental de l'ordre des médecins. D'accord? Ça veut dire que le sénateur, je le redis quand même, parce que compte tenu de ce qui se déroule fin d'année 2025, notamment sur l'obligation vaccinale, quelle que soit la pathologie, etc., il ne faut pas oublier ça. Ce que vous avez là, notre député, notre sénateur, les gendarmes, bien sûr, mais le Conseil de l'ordre des médecins l'a eu entre les mains. Version imprimée, clé USB. Le sénateur devait le déposer au bureau du Sénat, le député au bureau de l'Assemblée nationale, le conseil départemental de l'ordre des médecins devait le partager à l'ensemble des conseils ordinaux, outre-mer inclus, transverses, pas que les médecins, donc les infirmiers, les kinés, les dentistes, etc. Donc ça, il faut quand même que vous vous en preniez conscience. Fin de parenthèse. Donc oui, il y a énormément de références. Et pour donner plus d'accessibilité à nos travaux, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de copier-coller. Déjà parce que les sites disparaissent au fur et à mesure, mais que vous puissiez voir la dynamique internationale, nationale, européenne, continent ou Union européenne, de tout ce qui est de l'ordre de la militarisation du monde. Alors là, on arrive à une partie très intéressante sur les armes de destruction massive, sur le Oui, site des Nations Unies. oui. Donc, d'où dépend l'UNODA, hein, qui a été qui apparaissait sur les pages précédentes. Il faut rappeler l'UNODA ce que c'est pour, qu'on s'en souvienne C'est parce que c'est tout ce qui est gestion de l'armement nucléaire, des armements d'accord, nucléaires, etc. OK. Qui dit armement dit désarmement. Armes nucléaires, chimiques et biologiques, elle soutient et participe aux efforts multilatéraux visant à renforcer la non-prolifération des ADM et à cet égard coopère avec les organisations intergouvernementales et les institutions spécialisées pertinentes du système des Nations Unies, en particulier l'AIEA, l'OIAC et le CTBTO PrepCorn, en plus de soutenir traités multilatéraux pertinents tels que le traité de non-prolifération nucléaire et la Convention sur les armes biologiques. Voilà. Armes biologiques. Alors Ouais. l'OIAC, hein, c'est la version PISIAC européenne. Donc après, effectivement, dans le Donc oui, on dossier, voit que les sites sont inaccessibles. On est le 29 août 2022. mmh mh. Donc très intéressant de voir que, voilà, donc vous avez Alors bien fait de faire des captures d'écran, quoi. c'est ça qui est un incontournable, c'est quand on fait des recherches. Alors déjà, de par le métier qu'on exerçait quand on était dans l'industrie pharmaceutique terrain, on est des archivistes. On travaille avec des abstracts, on archive tout. Mais là, si tu veux, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de nos recherches, les pages disparaissaient, shut down, comme on dit en français maintenant. Donc, ceci étant, dès qu'on ouvrait nos sites, on faisait une impression, on téléchargeait, on capturait horodatation pour avoir nos archives. Ce n'est pas parce que sur l'écran, on a une version P403 ou P404 que nous, de notre côté, on n'a pas les éléments.
On aurait eu trop de difficultés à avancer dans nos recherches. Tu me dis si je ne suis pas assez claire, hein? Si, j'avance en même temps. Dans sa résolution, l'Assemblée a décidé également, donc l'Assemblée générale de l'ONU, j'imagine, a décidé également que la Commission devait présenter des propositions en vue d'éliminer des armements nationaux, les armes atomiques et toute autre arme importante permettant des destructions massives. Alors, ce qui est assez paradoxal, encore une fois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on lit cette partie du dossier, on a le sentiment qu'en fait, il y a une volonté d'une partie du système international qui veut désarmer le monde, grosso modo, mais dans le même temps, l'industrie des armes n'a jamais été aussi prolifique, notamment avec les conflits géopolitiques, etc. Donc il y a une forme de en même temps, comme si d'un côté, aux yeux des populations mondiales, il y avait une sorte de philanthropie en matière des armes, en disant voilà, on va faire un monde de bisounours où on va désarmer tout le monde, où on va désarmer toutes les armées, si je puis dire. Et d'un autre côté, sur le terrain, on voit que les armes n'ont jamais autant circulé, que les financements des armes, les trafics, etc., prolifèrent de plus en plus, ou en tout cas autant qu'avant. Donc, il y a une forme de schizophrénie, en fait, dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit de ma part, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je vais aborder rapidement sur deux plans de conscience. Il y a le nôtre. Effectivement, on va nous sortir que pour désarmer, il faut qu'on ait la contre-offensive. Donc, c'est la course à l'échalote. Et on se rend compte que c'est juste de la sémantique parce qu'en réalité, c'est juste pour mettre en place leur agenda de remise en comment dire? De nouvel ordre du monde, nouvelle version. Donc il ne faut pas en tenir compte. On est censé être vers la progression, donc être moins malade si on s'en réfère à nos ancêtres. On est beaucoup plus fragile que nos ancêtres du Moyen Âge, de la Renaissance, et cetera. Donc on se rend bien compte que c'est, même pas du mensonge, c'est croit qui veut. Puisque leur seul objectif, c'est de terraformer la planète, de changer l'atmosphère, de changer on va dire l'échelle acido-basique, de refaire un monde selon leur concept, selon leur, on va dire, divinité. Et donc, bah, ils préparent le terrain, quoi, c'est tout. Et tout ce qui existe là, de l'unicellulaire à des organismes bien plus élaborés, n'est plus adapté au monde d'après. Et pour ça, il faut détruire. Il faut détruire de l'intérieur, il faut détruire de l'extérieur. Donc, il faut oublier le côté, mais il n'y a jamais eu autant de campagnes de désarmement. Oui, bah oui, c'est normal, puisqu'il faut tout bazarder. Et d'un point de vue plus, on va dire, holistique, oui, ça nous ramène à ils vont tout détruire. En tout cas, ils veulent tout détruire. Alors c'est intéressant cette affiche-là parce que, encore une fois, le devoir de mémoire, hein, nous sommes il y a 4 ans. Ici, nous vaccinons avec le petit sigle un peu comme validé. La Ouais. vaccination est maintenant possible partout, chez le médecin, à la pharmacie, en cabinet infirmier ou sage-femme, chez le chirurgien dentiste, au laboratoire ou encore à domicile. Ils auraient pu mettre chez le vétérinaire, chez le Ouais. proctologue, et cetera parce qu'on Bah, le on est proctologue, normalement, il a fait médecine. ouais. Juste une parenthèse. Euh, Première chose, comme c'est une stratégie militarisée, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et Jean-Pierre, qui a travaillé bien plus longtemps que moi, vous le dira. Je rappelle que faire une intramusculaire, j'aimerais que les médecins et les pharmaciens s'en souviennent, c'est un acte médical spécifique. On a dépecé le métier de pharmacien, les compétences métiers du pharmacien, et on leur attribue des compétences métiers qui n'ont rien à voir avec leur champ d'études.
un pharmacien n'a plus le droit de faire des préparations magistrales. Il n'a plus le droit de faire de la teinture d'iode. Il passe 5 ans, voire plus, à la fac de pharmacie. Il n'a plus le droit d'exercer son métier. Mais par contre, on va lui payer ou il va payer un stage de formation pour faire du pousse-seringue. C'est un acte médical. C'est un acte médical de personnes formées auprès du patient. Et je te dirais que les aides-soignantes sont certainement plus auprès du patient que des pharmaciens. Sauf qu'à ce moment-là, aucun des députés, aucun des sénateurs forcément, mais aucun conseil de l'ordre des pharmaciens, aucun conseil de l'ordre des infirmiers, aucun conseil de l'ordre des médecins et autres n'a soulevé le problème. C'est un acte médical spécifique. Et ce n'est pas du registre des compétences des pharmaciens. Déjà d'une. Après, je pourrais élargir. J'ai la Sabora qui monte. Hein. Je pourrais élargir parce qu'on en reviendrait au système scolaire où. On aura l'occasion d'en parler voilà. dans les prochains épisodes, pas forcément le tout prochain, mais concernant les écoles, quitte à faire un épisode spécial là-dessus, on va voir. Oui. Alors, si les données sont réelles, dans ce cas, le terme génocide n'est pas assez fort. Holocauste est plus proche de l'objectif des individus et organiser ce massacre porté par les médias, les médecins de plateau, les préfets, les maires, les parlementaires ou d'autres. Qui d'autre, pardon. Donc sur la notion de vaccin aussi. Alors là, toujours dans le contexte, hein, on est en juillet, août, septembre, je ne sais plus, dans ces eaux-là. 2022. Ouais. Allègement des mesures, tous vaccinés, tous protégés. Les services d'État dans le Gers, par exemple. Voilà. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre définies par des conventions de Genève et de La Haye. Ils comprennent les attaques délibérées contre des civils, la torture, le meurtre ou les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre. Très bien. Donc conclusion, la seule qui nous apparaît être la plus évocatrice de la réalité, c'est la définition donc, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité d'Amnesty International. La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Alors, je suis en train de faire j'ai le dossier sur mes genoux. La loi en question, on l'a à nouveau intégralement copié-collé dans son jus, donc elle figure dans les pages suivantes. Et on a détaillé tout le process. Donc en stratégie, militarisée toujours. Donc avant la loi du 5 août, il y avait eu une autre loi en cours en juillet qui ciblait plus le pass sanitaire. Donc là, si vous voulez, dans les pages suivantes, on soulève ce que nous, on appelle des biais. Parce que le propre des recherches, c'est de déceler les failles système. Donc, il y a plein de failles système, il y a plein de bugs dans leur système qui nous permettent à nous tous, une fois qu'on s'en saisit, de pouvoir se défendre contre l'agression des belligérants sur notre territoire. Donc, c'est en partie ce qui fait le tronc de tout l'ensemble de nos dossiers. Alors, petit rappel aussi pour le devoir de mémoire, lorsque cette loi est signée, adoptée, donc avec Jean Castex, le fameux Premier ministre du café assis au lieu de debout, ou le contraire, je ne sais plus, assis, je crois. Donc, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, transition écologique, Barbara Pompili, Blanquer à l'éducation nationale, Bruno Le Maire à l'économie et compagnie, à l'intérieur Darmanin, au travail c'était Borne, ministre des Outre-mer Le Cornu, ministre de la cohésion des territoires Jacqueline Gouraud, le garde des Sceaux Dupond-Moretti, Bachelot à la culture, Véran à la santé, Montchalin fonction publique. Voilà, donc le discours. Voilà, alors une chose, Ouais. comme c'est la stratégie de la sidération, ça a été fait entre le 4 et le 5 août 2021.
5 ou 6 août de mémoire 2025, avant de passer la porte. Comment il s'appelle? On en arrive à oublier. Comment il s'appelle là, Betaram? Ah, Bayrou? Voilà, lui mis en place, ce qu'il appelle la vaccination en milieu scolaire pour les collégiens. Ils n'ont pas le droit. Là, c'est trop important, je fais une parenthèse, Nicolas. Bien sûr, je t'en prie. C'est extrêmement important parce que, il en va de vos enfants. Je reviens à la genèse de notre dossier. L'exercice illégal d'un métier régi par le code de santé publique. C'était mon métier, c'était celui de Jean-Pierre, c'est encore celui de 10 000 personnes, mal en point parce qu'eux aussi ont été vaccinés contre le Covid. Quand on exerce de façon illégale un métier qui est régi, réglementé par un code spécifique, selon la façon dont est organisée la France, c'est totalement illégal. Là, je vais faire une parenthèse et je crois, Nicolas, que ça sera peut-être le mot de la fin de cet épisode-là. C'est trop important. C'est vos enfants. Je vous rappelle, les nôtres sont adultes vaccinés Covid. OK? Mais il s'agit de vos enfants. Donc, parce que tu parles de Bachelot. Bachelot, pharmacienne, Madame Bachelot, que je pourrais tutoyer parce qu'elle a travaillé dans l'industrie pharmaceutique, elle a été déléguée médicale. Aucun ministre de la santé, aucun député professionnel de santé, aucun sénateur n'aurait pu laisser passer ça, que des enseignants exercent de façon illégale une profession qu'un seul corps de métier parmi la centaine de métiers différents dans l'industrie pharmaceutique puisse exercer. Je le rappelle, c'est un exercice illégal. C'est la 5e année scolaire. Il y a des gamins, ils étaient en primaire, ils sont maintenant en seconde. Tous les ans, on leur rabâche, non pas de l'incitation à la vaccination, non pas de la propagande, mais c'est un exercice illégal d'un métier très particulier. C'est illégal. Et pour ce qui est de la vaccination en milieu scolaire, il y a un bulletin officiel du 6 janvier 2000. Ce bulletin officiel gère, décrit, décline exactement comment doit s'articuler les infirmeries scolaires, tout établissement confondu. À aucun moment, il n'est question de vaccin. Aucun moment. Ce bulletin officiel, les bureaucrates l'ont oublié. C'est ça les biais de nos travaux. C'est-à-dire qu'ils ont zappé ce bulletin officiel. Il est toujours actif. En aucun cas, un vaccin ne peut entrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, Nicolas. Quel qu'il soit, garde d'asile, rubéole, tout ce que tu veux, Covid. C'est illégal, c'est interdit. C'est une transgression, en fait, de la déontologie médicale. C'est même pas une transgression, là, c'est un bug de leur système, comme pour les élections municipales. Ils avaient oublié de prolonger une loi, ils en ont refait une autre pour Alors, octroyer est-ce aux que c'est membres. seulement de l'incompétence ou est-ce que c'est du machiavélisme aussi? Non, c'est pas du machiavélisme, Nicolas. C'est simplement que même nous, à notre niveau, quand on veut faire des démarches administratives entre le bulletin, le cerf bidule, la loi machin, et cetera, on est perdu. Mais ceux qui sont à l'origine du démantèlement de la toute logique, d'un bon fonctionnement d'une nation, ils ont tellement fractionné les textes, ils se relaient tellement qu'ils oublient de vérifier ce qui a été fait précédemment. Crois-tu un seul instant que ceux qui sont en place sous la législature macroniste de 2017 ont pensé à vérifier si il fallait abroger, modifier le bulletin officiel du 6 janvier 2020 qui régit exactement de bout en bout ce qui doit être dans les infirmeries scolaires, ce qu'a le droit de faire un infirmier scolaire, ce qui peut être mis à disposition des élèves, ce que l'infirmière peut ou ne peut pas faire. C'est un oubli de leur part. Ils ont zappé ce document-là. Mais depuis le 6 janvier 2020,
sans avoir été abrogé ni modifié, aucun vaccin ne peut pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire et dans une infirmerie scolaire. Et les vaccins ne sont pas autorisés dans les établissements scolaires. Point. On s'arrête là. Alors Les ceux qui profs voudraient n'ont faire pas des le droit. recours aujourd'hui, contre les écoles, sur quelle base juridique ils peuvent se, heu, fixer, qu'est-ce que Alors, j'ai fait des posts sur Facebook il y a quelques mois en arrière. Bah, déjà, reprenez le bulletin officiel du 6 janvier 2000 qui vous décrit de A à Z ce qui est autorisé dans l'enceinte d'un établissement scolaire, dans les infirmeries scolaires. Déjà, basez-vous sur ça. Vous prenez le document, il est toujours d'actualité. Il n'a pas été abrogé, il n'a pas été modifié. Donc prenez ça, informez vos chefs d'établissement, informez les infirmiers, informez qui vous voulez, mais informez. Et pour l'exercice illégal de notre métier, eh ben, il faut peut-être que les profs soient informés de ce que sont exactement les prérequis pour exercer notre métier. Et là, il y a le dossier zéro que Jean-Pierre a fait Quoi avec qu'il en moi. soit, pour ceux qui seraient perdus là, après ce que tu viens de dire, n'hésitez pas à écrire à Virginie par mail. Tout est dispo en description et en commentaire épinglé. Comme ça elle pourra vous répondre aussi directement parce que c'est très grave et c'est pas seulement une question d'ingérence dans les cours d'école, c'est simplement que, c'est illégal. Donc de toute manière, C'est voilà. totalement illégal, Nicolas. C'est-à-dire que sur le terrain, il y a différents métiers rattachés à l'industrie pharmaceutique. Et vraiment là, si je fais cette parenthèse-là, parce que j'ai le nom de famille de Roselyne Bachelot, c'est qu'il en va vraiment de la vie de vos enfants. Au-delà même du fait que depuis 2021, le terme vaccin soit affilié maintenant à de l'arsenal, donc tout type de vaccin, animal, santé humaine, c'est considéré comme de l'arsenal militaire. Point. Ils avaient qu'à pas être trop gourmands dans leurs histoires. Sur le terrain, il y a grosso modo 4 ou 5 professions rattachées à l'industrie pharmaceutique. Le métier que j'ai exercé fait que j'étais formée, je suis diplômée, je pourrais retravailler si on m'acceptait dans une structure. Et on n'est pas des commerciaux, on n'a pas de bon de commande. Je travaillais avec les médecins, je pouvais travailler éventuellement avec des sages-femmes, des dentistes en fonction du produit qui était dans nos portefeuilles. Et j'allais voir les pharmacies, mais non pas pour faire des bulletins, des bons de commande, mais pour faire le point relais informationnel. Mes homologues délégués pharmaceutiques n'ont pas le même profil, n'ont pas le diplôme de fac de pharmacie ou d'école. Ils n'ont pas le droit d'aller voir un médecin. Moi, j'avais le droit d'aller voir les pharmacies et les médecins. D'accord? Et des profs exercent un métier pour lequel je suis passée par la fac de pharmacie, avec lequel j'ai passé des semaines entières à être en formation produit sur le réglementaire, sur la note physio, sur la galénique, sur la biodynamique. Et les profs, on leur fait faire le métier pour lequel on est censé être formé strictement. On nous fait signer une charte de bonne pratique. Et maintenant, vous avez des ambassadeurs sous prétexte qui vont faire la promotion du sport, qui vont faire également le métier pour lequel je suis passée par la fac de pharmacie. Excuse-moi, Nicolas, mais ce sont vos enfants, ce ne sont pas les miens. Mais c'est trop grave. Et c'est la 5e année scolaire. 5e année scolaire. Ça veut dire qu'en 2021, c'était compliqué pour moi, je le redis, Éric Montana m'avait ouvert son antenne exclusivement pour ça. Et par la suite, il y a eu les 13 dossiers. Alors maintenant qu'on est en 2026, quand en septembre 2026, mes propos, c'est ma responsabilité. On est d'accord, Nicolas? Quand en septembre 2026, parce que je cotisais à bon compte, 26 ou 22? 2021, 21. quand en septembre 2021,
je fais une réunion, je suis invitée à une réunion que je pensais être face à face avec Silvano Trotta, mais parce que je cotisais à ce moment-là, avec à bon sens, je me retrouve avec Xavier Albert, le professeur Perron, pour n'évoquer que ce que je viens de te dire là, qui concerne vos enfants en milieu scolaire. Et que rien n'a été fait pour stopper ça, rien que ça. Et que par la suite, effet boule de neige, tout a découlé et que le nombre de personnes qui ont nos dossiers, effectivement, mais il y a des enfants qui meurent. Je suis désolée. À un moment donné, il va falloir que le bouchon pète, excusez-moi. Ces dossiers-là, qui sont non opposables, qui ont démontré l'illégalité de l'exercice d'un métier depuis plus de 5 ans, qui montrent que les vaccins n'ont jamais eu le droit d'entrer dans l'enceinte des établissements scolaires, on nous a bloqués, Nicolas. Alors qu'en fait, les faits sont là, les textes sont là. Je ferme la parenthèse parce que je suis dégoûtée pour vos enfants. On peut reprendre. Alors, on y reviendra de toute façon ultérieurement sur cette situation, sachant que voilà, on passe la loi du 5 août 2021. Je vous accorde pour le coup excuse. C'est pas poli, mais je le fais quand même. Non, non, mais il y a pas de souci. Donc extension du pass sanitaire, bon là on va pas revenir parce qu'on connaît maintenant par cœur ça, mais voilà, tout est là. Tout est écrit, voilà, on va avancer un petit peu. Vaccination obligatoire pour les soignants, et cetera, et cetera. Voilà, donc vous avez tout, Oui, hein, on va finir là, on Nicolas. va finir là? Eh ben Ouais. parfait. Comme ça on est à la page, 82, il restera une centaine de pages, mais c'est vraiment un gros dossier donc voilà, c'était important, aussi. Je Voilà, remets c'est les idées en place. ouais, ouais, Excuse-moi. ouais, comme ç non, mais il y a pas de Parce problème. parce que là, si tu veux, il y a trop de dégâts, comme tu le dis. Bon, voilà, aussi bien dans nos rangs à nous que, dans n'importe quelle famille. Donc je résume. On a été cédé décembre 2019 à l'OMS. La présidence de la République, en tant que, chef militaire, chef des armées, nous a déclaré la guerre. Nous sommes dans une guerre totale puisque sanitaire, ça prend tous les segments qui font société. Ce schéma-là, s'il te plaît, peux-tu le remettre à l'écran? Ma bobinette, on s'en fout, c'est le schéma qui est le plus important. Merci Nicolas. Ce schéma, ça vous donne toute la chronologie sur un segment temporel bien défini, où on vous explique avec Jean-Pierre comment la directive européenne qui dresse la liste des services et biens à double usage a été refondue avec les textes qui traitent de l'élaboration, de la commercialisation, du transport des vaccins Covid, comment toute l'articulation a été faite au niveau de l'Union européenne, Schooli Schoola, sans qu'on le sache, et que pendant ce temps-là, en France, une partie de la population française bien spécifique, toutes les professions de la protection civile, ont été mises sous le joug, le chantage de la loi du 5 août 2021. Et ça, c'est le circuit fermé des textes. Voilà le schéma des textes légaux entre l'Union européenne et la France. Je te rappelle, Nicolas, que la France s'occupe des traités, l'Allemagne des pépettes. D'accord. Donc à partir de là, tous les liens des textes, les références des textes sont accessibles, téléchargeables, ouvrables en français, en tchèque, en tout ce que vous voulez, puisque c'est l'Union européenne. Ou ce sont les textes officiels français, les textes de loi. Donc comprenez bien que quand on signe une loi le 5 août 2021 sur le fort de Brégançon, on est bien dans le cadre militaire, militarisé. Bien sûr. Voilà. Très bien, Et très avec bien. ça, vous avez des moyens de vous défendre. Nous C'est ça avons, qui est nous reprendrons, au prochain épisode, donc cette sommation à faire tome 2 à partir de cet, organigramme en quelque sorte, de ce schéma pour, poursuivre. Donc merci à toi Virginie pour, ces précisions.
Je sais pas si on peut me remercier Jean-Pierre, Jean-Pierre. Je pensais à Jean-Pierre, figure-toi. Non Je sais mais pas si si, on peut vous Jean-Pierre remercier quand même tous les 2. Si, si, voilà, pour la somme d'informations, même si, pour toi c'est trop tard, mais pour moi il n'est jamais trop tard et justement, on en parle, maintenant et voilà, c'est advienne que pourra. N'hésitez pas à contacter Virginie, dans le cadre, de cet épisode si vous le souhaitez, dans tous les autres. N'hésitez pas pour les dossiers à vous les approprier, à les lire, heu, à les partager, à les diffuser, voilà, faites-en bon usage, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On se donne rendez-vous, pour le prochain épisode, ce sera l'épisode 6. Merci à toi Virginie, merci à toi et Nicolas. très bonne fin de soirée à tous.